Alors, bonjour André Miron. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette entrevue sur le rôle du patient partenaire, partenariat patient. André est directeur associé et président du comité patient expert à la direction collaboration et partenariat patient à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, M. Miron, j'aimerais qu'on discute un peu ensemble du concept et de l'approche patient-partenaire. Comment ça a démarré à l'Université de Montréal? Comment ça a évolué? D'accord. C'est en octobre 2010 que la faculté de médecine décide d'innover en invitant un patient, la personne de Vincent Dumès, et qui maintenant co-dirige le bureau de la direction avec un médecin, le Dr Paul Lebel, à inclure à l'intérieur même de la faculté des patients qui viendront influencer le cours des enseignements pour les étudiants et étudiantes de la faculté de médecine et par la suite de toutes les autres facultés en santé de l'Université 13, incluant les sciences infirmières, physiothérapie, et ainsi de suite. Et à partir de là, c'était de changer l'approche qui était d'abord l'approche qu'on appelle paternaliste, à l'approche centrée sur les patients, et qui est maintenant l'approche de partenariat de soins en santé et services sociaux. Mais les patients partenaires jouent quel rôle? D'abord, un patient partenaire, c'est un patient qui s'implique dans ses propres soins, qui progressivement deviendra habilité à faire des choix de santé libres et éclairés, que ce soit une maladie chronique, un cancer qui est considéré maintenant comme une maladie chronique ou d'autres problématiques de santé. C'est pas en apprenant le diagnostic que le patient devient automatiquement comme tel un patient partenaire. Cependant, on doit l'habiliter à devenir et on doit l'aider à l'annonce du diagnostic à prendre conscience de ce qu'il a en lui expliquant adéquatement son diagnostic et en s'assurant qu'il a bien compris ce qu'on lui explique, qu'on prend les moyens pour se faire comprendre également. Et à partir de là, le patient est aussi responsable que le professionnel, que le médecin en l'occurrence, pour l'évolution de soit de sa guérison ou soit dans le cas des maladies chroniques, d'un mieux-être, d'une meilleure qualité de vie et apprendre à vivre avec la maladie. L'expert scientifique demeure toujours le professionnel de la santé pour connaître la maladie, mais vivre avec la maladie, cette expertise-là, ce savoir expérientiel-là, est aux patients. Et à la faculté de médecine, vous leur faites jouer quel rôle? Parce que bon, vous parliez de formation. J'imagine qu'au niveau de la clinique, il y a un rôle aussi. Et est-ce qu'il y a d'autres rôles, par exemple, comme en recherche? Oui, exactement. D'abord, le patient partenaire, comme je le disais, c'est d'abord une personne qui participe à ses soins, et ses services. C'est également à partir de là que nous, on va faire du recrutement. Il y a des prérequis. Des personnes qui sont en phase aiguë de leurs problématiques de santé ou qui n'ont pas la résilience nécessaire, qui n'ont pas appris à vivre avec leurs problèmes de santé, ne sont pas des personnes qu'on va recruter à ce moment-là. Et lorsqu'ils répondent aux critères que nous souhaitons, on va les recruter pour en faire des patients partenaires, patients profil formateurs, donc des patients qui vont venir contribuer aux cours qui sont donnés en co-formation avec des professionnels de la santé aux étudiants de toutes les disciplines en santé de première, deuxième ou troisième année. Et nous allons avoir aussi des patients formateurs en établissement. Nous allons avoir des patients ressources qui sont dans la gouvernance, dans la gestion ou l'amélioration de qualité des soins dans les établissements de santé. À ce moment-là, un des critères, c'est que la personne doit avoir eu des problématiques de santé qui ont été soignés, les soins ont été donnés plutôt dans l'établissement comme tel. On a des patients co-chercheurs, ça c'est très intéressant aussi. Les scientifiques amènent des analyses bien précises de la maladie, mais ils n'ont pas l'expertise, encore une fois, de la vie de la maladie. Donc on a des patients co-chercheurs qui contribuent aux études, aux groupes de recherche. On a également des patients mentors qui viennent appuyer les étudiants dans des rencontres d'équipe établies, mais également pour faire en sorte qu'il y ait des rencontres hors rencontres d'équipe. Et souvent, très souvent, les étudiants ont pour la première fois un contact avec les patients. Maintenant, on a aussi des patients coachs qui sont parmi les plus, les plus avancés dans ce cheminement-là. Alors, ils ont d'abord, l'ensemble de ces patients, une sélection, après ça, une formation, et après ça, on les envoie sur le terrain, là où on requiert leur service.
Mais dans les équipes de soins, ils ont un rôle à jouer aussi. Et comment vous les aidez, vous les guidez à s'insérer dans les équipes professionnelles? Ouais, si je prends par exemple un comité d'amélioration continue dans un établissement de santé, imaginons cancer du sein à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à titre d'exemple, mais il y en a d'autres. Eux, ils vont nous identifier, les cliniciens vont nous identifier une ou deux personnes qui ont eu les soins dans cet établissement. Nous, on va leur parler de la notion du patient partenaire. On va voir s'ils sont d'abord partenaires de leurs soins. Hein. C'est un choix. Ils pourraient dire, vous faites ce que vous voulez avec moi, vous me dites quoi faire, je vais le faire. Et je ne suis pas en faveur du partenariat. C'est un choix qui appartient aux patients. Mais ceux qui acceptent d'être des patients partenaires vont venir contribuer au milieu d'un comité d'amélioration continue où siège un médecin, un gestionnaire et d'autres cliniciens. Et ensemble, ils vont établir des sujets d'amélioration et ils vont discuter de cela. Et le patient partenaire, au cœur de ce comité, a exactement le même droit de parole que le médecin, que les autres professionnels. Si le patient était absent de la rencontre, il n'y a pas de rencontre. Alors que un autre professionnel pourrait se faire remplacer. Mais là, c'est important que le patient soit intégré et c'est ensemble qu'ils vont décider de ce qui est amélioré dans un service ou un autre. D'accord. Mais quelles compétences vous recherchez chez ces patients-là? Comment vous les recrutez? Quand on s'adresse à ces patients-là, d'abord, ce qu'on veut voir, comme je le disais un peu tantôt, le recul qu'ils ont, ils ne sont pas dans une phase aiguë. On leur fait comprendre dans un cadre pédagogique aussi. On n'est pas dans un cadre de revendication, de défense des droits. Ça, il y a des comités des usagers qui existent pour ça. Et que cette personne doit avoir de manière très constructive des recommandations à faire. Elle peut évoquer des choses qui ne lui plaisent pas, mais elle est toujours dans la perspective de ce qui devrait être amélioré. Donc, peu importe l'établissement, on va recruter les gens avec les cliniciens. On va d'abord faire une entrevue téléphonique avec la personne, voir si elle a bien compris ce que le clinicien lui a donné comme information pour les mettre en perspective. Et nous, on va après ça, donc, faire l'entrevue téléphonique, contacter les personnes pour les rencontrer par la suite s'ils ont passé la première entrevue téléphonique. Il ne s'agit pas de savoir si la personne est diplômée universitaire ou pas, essayer de voir si la personne a le recul nécessaire, la compréhension de ce qu'elle a eu comme soin, comme service et comment elle peut contribuer. Alors, on peut poser une question très technique, mais on ne veut pas discuter de pathologie là, comme telle, mais de l'ensemble des soins. Et c'est sûr que la personne est capable de s'exprimer. Poser des questions sur ses soins, sur l'établissement. Comme je le disais tantôt, c'est important que la personne ait eu des soins dans cet établissement-là. Si la personne avait été soignée pour un cancer du sein dans un autre établissement, elle n'a pas la perspective d'amélioration de la qualité possible dans l'établissement là où elle a été soignée. Donc, c'est là qu'on veut avoir ces services. Et on va échanger avec elle sur différents sujets. Par exemple, on pourrait demander ce qu'elle pense du système de santé, ou de la loi 10, par la nouvelle loi 10. La personne peut me répondre qu'elle est pour ou elle est contre. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour nous, ce qui est comment elle va l'argumenter, qu'elle soit pour et qu'elle soit contre, pour voir si elle peut être optimale au moment des réunions d'équipe. D'accord. L'avenir du partenariat patient avec le contexte actuel où de plus en plus les soins sont donnés à domicile, en ambulatoire. Là, il y a les proches, hein, il y a aussi les proches aidants, les aidants naturels, peu importe la catégorie qu'on veut prendre. Ces gens-là sont mis aussi à contribution. Donc, la personne elle-même, le patient, qui n'a pas de limite, va pouvoir aller au maximum de sa capacité. Lorsqu'elle est limitée par toutes sortes de considérations physiques ou intellectuelles, là, il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage, un proche, qui va pouvoir devenir la courroie de transmission, la transition entre l'information donnée par l'équipe de soins et l'équipe et le patient comme tel. Maintenant, à l'ère des communications, dans l'ère de communication où nous sommes, il est très facile aussi à l'occasion de faire des Skype ou de faire d'autres moyens d'appel conférences avec l'équipe clinique en ayant un professionnel, par exemple, qui se présenterait à domicile pour soutenir la personne si elle en avait besoin. Mais le partenariat, on est convaincu et les démonstrations sont faites que le fait que le patient s'implique dans ses propres soins, il y a une augmentation considérable du taux d'observance de ses soins, de ses traitements, de la médication. Parce que c'est un des problèmes majeurs, c'est que 50% des personnes atteintes de maladies chroniques n'ont pas d'observance à leurs soins ou à leurs traitements. Et c'est très souvent un problème de communication entre les professionnels et le patient. Tantôt, c'est la faute des professionnels, tantôt, c'est la faute des patients. Les deux sont
également responsable et imputable de ce qui se fait dans la communication. Donc, quand on est dans un esprit de partenariat, les personnes vont trouver des solutions ensemble et jusqu'à la décision finale qui sera prise. Il y aura une discussion, une concertation entre ce qu'on propose comme traitement, comme médication, entre, par exemple, le médecin ou les autres professionnels de la santé et le patient, mais c'est le patient qui ultimement prend sa décision à savoir s'il accepte de faire un traitement ou non, et avec les conséquences que ça peut avoir de positif ou négatif. En terminant, une question sur les aspects plus politiques du partenariat patient. Dans le contexte actuel où on a des restrictions budgétaires, je pense que c'est au niveau planétaire actuellement, ces restrictions, ces coupures, est-ce que les patients ont un rôle à jouer dans la réorientation des politiques? Je pense que oui. Et d'ailleurs, tout récemment, avec la nouvelle configuration des CIS et des CIUS, on a vu apparaître dans tous les organigrammes de tous les nouveaux établissements, de nouveaux regroupements, dans l'organigramme, il y a maintenant une case qui dit le patient partenaire. Alors, dans les établissements, ils seront appelés maintenant à inclure davantage les patients dans leurs soins. Et au niveau des coûts, moi, j'y vois de façon optimiste mais réaliste aussi une opportunité. Si le patient ne va pas 5 fois par mois à la clinique, en urgence ou à l'hôpital, dans un centre hospitalier, s'il a plus d'observance à ces traitements, bien, le coût pour la société va être moins élevé. Et si un médecin voit un patient une fois aux 3 mois ou aux 2 mois, puis que l'infirmier ou l'infirmière pivot font l'autre bout de chemin, ben, ça va éviter aussi des coûts. Et si on voit moins de patients pour la même raison, parce que la personne n'a pas eu d'observance à sa médication, à son traitement, ben, inévitablement, il devra avoir plus de temps pour en voir d'autres. Alors, partout où le patient partenaire a été impliqué jusqu'à maintenant dans les sphères dont j'ai mentionné tantôt, partout, les résultats font en sorte qu'il y a une meilleure coordination de travail aussi. Puis qu'est-ce que le professionnel veut avoir? Nous, on fait ça avec le professionnel. C'est l'amélioration de la santé de la personne dans les meilleures conditions possibles. Donc, tous les deux, le professionnel et le patient, ont le même objectif. Alors, je vous remercie pour cette entrevue, M. Néron. C'est un grand plaisir. Puis je tiens à vous remercier aussi parce qu'il y a des gens qui ont assumé le leadership du côté des professionnels, dont vous, Mme Lefebvre, dans le développement du partenariat patient.